dog went a courting and he did ride. King Kong, kitty kitty, cry me, oh, with a sword and a pistol. Je suis aujourd'hui avec Antoine Vigne pour un nouvel entretien pour les 20 ans de la maison d'édition. Antoine, tu m'accueilles ici dans ta Beauce que tu aimes tant, dans une belle propriété. On ne va pas dire les choses autrement, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. On est amis, mais on a aussi travaillé ensemble. Avant que je n'aie la maison d'édition, tu as écrit un super album pour Dada, qui était un album consacré à Le Corbusier, qui était illustré par Betty Bone. C'était la première incursion que tu faisais dans ce travail autour de l'architecture. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce goût pour l'architecture que tu as depuis fort longtemps? Ce goût pour l'architecture. Oui, enfin, c'est comme tous les goûts, c'est quelque chose qu'on découvre petit à petit. Disons peut-être que je le relierais à des rencontres un peu personnelles, hein, notamment avec ce qui à l'époque me fascinait, qui était l'architecture romane. Donc romane, des églises romanes. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était effectivement la pureté et la simplicité des arches et des lieux. Je pense que ça se reliait à un espèce de contexte un petit peu, un vieux fond de catholicisme familial, hein, mais il y avait aussi quelque chose d'un petit peu étranger au monde, un petit peu hors du monde qui me séduisait. Donc voilà, après l'architecture, moi j'ai toujours dit que c'était aussi quelque chose avec lequel on grandissait tous. On fait tous des dessins de maison quand on est enfant, et donc on construit tous des univers. C'est quelque chose d'assez naturel, le désir d'imaginer un monde qui soit à soi et dans lequel on habite, on existe, on vit, enfin, qui sert de point de départ en fait à toutes les errances et à tous les désirs. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'était un petit peu ça l'architecture. C'était ça, mais c'était aussi des livres, si je me rappelle bien. Tu étais très impressionné par les éditions du Zodiac qui faisaient Oui, bah, le Zodiac beaucoup c'était de... la même chose, c'était Ouais. c'était la même aventure, c'était la même un peu aventure sur l'architecture iconographique, hein, romane sur et gothique. l'architecture, et puis le côté noir et blanc. Encore une Héliogravure. fois, on était hors du monde, donc il y avait cet aspect qui me tentait, qui était une manière d'inventer un monde auquel je n'avais pas accès, au monde qui était un monde différent de celui dans lequel j'avais grandi, et voilà, alors qui se relie à des choses que j'ai écrites plus tard. Euh, il y a depuis, je crois, 2011 dans la maison d'édition une collection qui s'appelle Les Erreurs. Et je t'ai proposé d'écrire un volume sur les erreurs dans l'architecture. Oui. Et est-ce que tu peux me parler de cette aventure? D'une part parce que tu as eu un regard sur la collection telle qu'elle avait démarré, et tu m'as proposé des évolutions dans la manière de présenter chaque chapitre, puisque les chapitres, en fait, c'est à chaque fois 4 pages, une double page qui est une double page d'image qui montre une erreur en grand format, et puis ensuite un texte qui explique ce qu'on a vu précédemment, et puis des exemples qui s'y rattachent, qui sont des exemples d'une erreur similaire à celle qu'on a vue en grand format. Mais est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as conçu ce livre et comment tu as voulu faire évoluer ce qui était déjà en place dans la maison? Alors c'est loin ce livre, ça date de 2013. 2013, oui, c'est Ouais. ça, ça commence à faire un petit moment. Ouais, ouais. Non, C'est pas alors, une question piège, non, hein, non, je ne veux ce que pas te piéger. non, mais ce que je trouve Dis intéressant, ce que tu te rappelles, c'est non, l'essentiel. ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, c'était une collection que tu as pensée, c'était un format que tu avais pensé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la rencontre et le travail quasiment de coécriture d'une certaine manière, pas des textes, mais du concept, hein. Et effectivement, tu avais des idées assez arrêtées sur ce que ça devait représenter. Ce qui était intéressant, c'était cette idée de trouver un fil directeur qui soit un petit peu décalé par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Donc ne pas prendre les grands moments héroïques, hein, de l'histoire de la peinture, de l'histoire de la... Ou en tout cas, si on les prenait, de les prendre par le biais de l'erreur, donc par le biais détourné, par le biais de
la petite porte, des choses qu'on préfère oublier, des choses qu'on préfère parfois ne pas raconter, ou quand on les raconte, il faut qu'elles soient justement d'une certaine manière héroïques. Mais donc voilà, donc c'était assez séduisant. Euh, Moi, ce qui m'intéressait, bon, c'est toujours effectivement, là-dedans, si je crois que ce à quoi tu fais référence, c'est cette idée de juxtaposer davantage d'histoires, de ne pas faire que chaque chapitre ne soit que l'histoire d'un monument avec une erreur, mais au contraire d'utiliser plutôt l'idée d'une erreur, l'erreur d'ingénierie, il y a l'erreur politique, il y a l'erreur d'analyse ou de réinterprétation des monuments antiques, il y a tout un tas d'erreurs qui touchent à l'architecture, d'ailleurs qui parfois surprennent un petit peu les lecteurs en disant mais c'est pas vraiment une erreur d'architecture. Donc, Une pyramide égyptienne qu'on croit à degrés, qui en fait n'était pas à degrés. Voilà, mais donc, simplement, dont on a réappris par la suite. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, à partir d'un thème, de mettre plusieurs exemples, effectivement, qui avaient trait à ça et qui pouvaient aller aussi bien de l'architecture classique à l'architecture contemporaine, effectivement, de l'Égypte ancienne à l'Amérique des gratte-ciel, à la Chine des grands barrages. Bon. Bon, moi, ça rejoignait effectivement mes intérêts parce que je m'intéresse moi à la collision des mondes, en fait, ces mondes pour moi, qui existent en nous et qui sont toujours difficiles à réconcilier. Mais je crois que c'était un petit peu ça qui m'intéressait dans l'optique et dans la manière dont on l'a conçu. Et ça, je crois que ça a pas mal fonctionné puisqu'il marche bien ce outil. Il marche toujours bien, 12 ans plus tard, il marche toujours bien. Oui. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que toi, à partir de 1999, tu es parti de France, tu vis à New York. Aujourd'hui, tu vis un petit peu plus entre la France et les États-Unis, mais enfin, ton point d'attache, c'est quand même New York, toujours. Et là, quand tu as commencé à travailler à New York, tu as rencontré toujours, juste pour rester quelques instants encore sur l'architecture, tu as rencontré des gens importants comme Terry Riley, qui était le conservateur pour l'architecture au MoMA. Sont des gens qui t'ont beaucoup apporté dans ta recherche par rapport à l'art et à l'architecture. Sont des gens que tu as fréquenté beaucoup, enfin Riley comme d'autres, beaucoup d'artistes, beaucoup de conservateurs, de gens importants du milieu artistique à New York, un milieu très effervescent, peut-être encore plus vivant que celui qu'on connaît en France. Comment est-ce que ça a fait évoluer ta propre recherche, ta propre vision sur le monde et sur le monde de l'art et sur l'art en particulier? J'ai été confronté, mais bon, c'est quelque chose qui prédatait ça, la rencontre avec l'art contemporain. Ça, c'est quelque chose qui date de l'époque de notre rencontre quand on travaillait à Beaux-Arts. Oui. Beaux-Arts Magazine. Beaux-Arts Magazine. Alors là, qui était une époque, du point de vue de l'art et de l'art contemporain en général, qui était plus simple, en tout cas plus confidentiel. Je sais, en 97-98, le monde de l'art, c'était la Biennale de Venise, la Foire de Bâle, La Documenta de Cassel. la Documenta. Il y avait quelques rendez-vous, il y avait des galeries historiques, notamment en France, les Yvon Lambert, les Templons. Après, il y avait des gens un peu plus jeunes, il y avait Nathalie Obadia, et puis il y avait toutes les jeunes galeries du 13e, mais on était. Bah, Puis il y avait Perrotin à les l'époque, Valois, Perrotin était tout jeune. Georges Philippe et Nathalie Valois dans le 6e, toujours. Ils Voilà. ne sont pas allés dans le 13e. Mais les galeries du 13e, c'était tout nouveau. Et effectivement, ce monde était assez circonscrit. Et il était facile de s'y mouvoir, d'y connaître assez vite un grand nombre des acteurs de la place, comme on dirait. Et puis voilà, c'était fascinant. La première Biennale de Venise à laquelle on va, c'est toujours un moment assez étonnant. Ce monde-là, on l'a vu effectivement se développer beaucoup, à toute allure, grandir, notamment le marché. Les foires se développer. La première foire de Bâle à Miami, à laquelle on est allé un an après le 11 septembre. Et puis se sont développées toutes les foires périphériques, non seulement dans de nouvelles villes, mais autour des grandes foires.
Donc ça, c'était assez intéressant, avec des artistes ensuite comme Takashi Murakami qui lançait sa propre foire, qui s'appelait Geisai, sur laquelle j'avais travaillé aussi. Enfin, et puis une explosion des mondes nouveaux, qui étaient la Chine, puis le Brésil, l'Inde, la Russie aussi, sans doute, à laquelle moi je connais pas grand-chose. Mais c'était des mondes qui s'ouvraient, et des mondes non seulement d'artistes, alors, des mondes d'artistes, et des mondes de collectionneurs, et des mondes institutionnels aussi. Pour qu'on comprenne bien, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ton parcours et dans la manière que les choses évoluent, et pour toi, et pour tes rapports avec une maison d'édition comme les éditions Courtes et Longues, et puis dans notre rapport à la fois d'amis, et puis aussi de collaborateurs, enfin d'auteurs et éditeurs. Toi, tu es arrivé aux États-Unis en 99, tu t'es chargé des arts plastiques pour l'ambassade de France. Puis quand ton contrat avec l'ambassade s'est terminé au bout de 4 ans, je crois, tu as rejoint une entreprise qui était une entreprise de relations publiques spécialisée dans l'art contemporain, dont tu as été l'associé pendant plusieurs années. Et puis finalement, tu as décidé que tu voulais te consacrer entièrement à l'écriture parce que c'était ta passion depuis fort longtemps, c'était ta passion de jeune adolescent, puis de jeune adulte, quelque chose à quoi tu n'avais jamais complètement cédé en quelque sorte. Oui, on a fait des livres ensemble, on a rappelé là 2 livres, on pourrait rappeler aussi un autre livre qui est Les erreurs dans l'histoire du XXe siècle que tu as coécrit avec Hortense Meltz. Hortense Meltz qui est une autre amie et qui a rejoint les éditions Courtes et Longues en tant qu'éditrice il y a quelques mois. Ce goût en fait de l'écriture, c'est quelque chose à quoi tu n'osais pas complètement te livrer, et puis finalement tu as fait le grand saut. Alors je ne sais plus exactement quelle année ça s'est passé ça. 2011. 2011, Ouais, d'accord. ça fait un petit moment aussi. Ouais. Mais alors 2011, ça précède quand même les erreurs dans l'archi, ça précède Oui. les erreurs dans l'histoire du XXe siècle. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie, au point de vue de l'écriture? Je ne te choses. demande pas de nous en dire plus Je suis que pas ça. sûr que tous les spectateurs ont envie de savoir tout ce qui se passe. Non, mais pas tout. Mais du point de vue de l'écriture, c'est ça qui m'intéresse parce que. Alors l'écriture, c'est comme ce que je décrivais sur les rencontres. C'est un processus. Hein. On romantise facilement ce qu'est l'écriture. Quand on écrit, les gens vous demandent toujours ce qu'est l'inspiration, d'où vient l'inspiration. Ce que je trouve toujours ridicule, parce qu'il n'y a pas d'inspiration, il y a plutôt un désir, il y a plutôt une forme d'attention aux choses qu'on a envie de retranscrire. Et on cherche, c'est un tâtonnement. Donc voilà, alors effectivement, moi, mon rapport à l'écriture, au métier d'écriture, il s'est fait par tâtonnement, sans doute aussi parce que j'ai grandi dans un monde dans lequel ça n'existait pas. Enfin, c'est un petit peu exagéré de dire ça, parce que ma grand-mère aimait beaucoup, la famille de ma mère était très attachée à la littérature, et ma grand-mère écrivait de la poésie. Mais l'idée de pouvoir écrire, de le faire comme un métier, était effectivement quelque chose qui était complètement étranger. Et donc cette espèce de timidité, elle est vis-à-vis de l'écriture et vis-à-vis de l'idée que je pouvais en faire un métier dès le départ, elle relate sans doute de cela, et puis bon, d'autres questions personnelles. Mais l'écriture a toujours été là, ça c'est certain. Et puis non, il y a eu un moment où je bossais depuis longtemps dans ce monde de l'art contemporain. J'ai eu l'impression, pas d'en avoir fait le tour, mais il y avait un espèce de tournant, notamment un tournant assez commercial, un tournant. Le monde de l'art évoluait, le monde de la communication évoluait, puisque j'avais baigné dans la communication artistique. Les réseaux sociaux naissaient, il y avait une espèce de frénésie qui, à un moment, ne me convenait plus. Elle m'aurait sans doute convenu si j'avais eu 10 ans de moins, mais moi j'étais arrivé à un moment où j'avais déjà une toute petite trentaine d'années. Toute petite? Oui, toute petite. Et j'avais besoin d'avancer. Donc l'écriture, c'était effectivement la suite logique et l'approfondissement de cette forme de recherche et de regard sur le monde. Enfin, c'est toujours la même chose. Et alors ça s'est fait plus lentement que je l'imaginais par certains aspects, plus vite par d'autres.
Effectivement, là aussi les rencontres sont importantes. Le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a été pour moi essentiel, hein. Le fait d'avoir ton soutien et la présence de la maison d'édition, des éditions Courtes et Longues, ça a quand même été quelque chose d'essentiel parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que quand on écrit, euh, les gens, même si ce n'est pas dramatique, mais on vit quand même dans un monde et dans une société. Et le regard que portent les autres sur soi est une forme de miroir qui nous renvoie Bien quelque sûr, c'est chose de la manière déterminant, dont on se perçoit. évidemment. Et donc, quand on dit qu'on écrit, la question immédiatement après, c'est « Ah, est-ce que tu es publié ?» Quand tu n'es pas publié, les gens disent « Ah bon, ok. » Et voilà, on passe un peu à autre chose. Mais Il a envie d'être auteur, mais il n'est pas vraiment auteur. C'est voilà, ça, il y a un l'histoire. regard assez vite, d'ailleurs qui est dur, hein, qui est très, très dur pour des gens qui commencent. Alors, il est dur, mais je pense qu'il est accompagné, pour celui qui a posé la question, du potentiel désir de lire. Et Oui, c'est ça qui est possible. d'autant plus frustrant pour celui qui écrit, c'est qu'il ne peut pas faire lire Alors oui, son livre. Je pense qu'il y a quand même ce jeu d'aller-retour assez étrange et pas du tout malveillant de la part de la personne qui pose la question, mais sans doute Ouais, maladroite. d'ailleurs, le livre, c'est quand même un objet assez compliqué, hein. Je sais que venez de faire un livre avec Denis Gombert là-dessus, sur l'histoire du livre. Mais moi, j'en suis venu à dire, d'ailleurs, quand on me demande ce que je fais ou ce sur quoi je travaille, je ne dis pas que j'écris des livres. Je dis, ah ben non, là, je suis en train d'écrire un texte. Parce que quand on se dit qu'on écrit un livre, c'est très différent. Le livre, il est déjà pensé comme un objet, il est pensé comme un objet physique, il est pensé comme un objet qui va avoir une réception, il est pensé comme en relation avec un éditeur dans la plus grande partie des cas, même s'il y a aussi l'auto-édition, mais il est déjà pensé. Alors que le texte, pour moi, quand je travaille sur un texte, je travaille sur les mots, je travaille sur les phrases, je travaille sur une histoire, je suis d'accord. Je suis voilà. d'accord. Et Je dis toujours qu'un livre n'est pas un livre tant qu'il n'est pas un livre. voilà, C'est-à-dire que c'est un manuscrit. voilà. Et donc c'est intéressant, la rencontre le travail, la rencontre de l'auteur et de l'éditeur, elle se fait quelque part là. Et je pense que c'est l'une des difficultés de l'auto-édition, c'est que en fait, je sais pas du tout pour dire que ça n'existe pas ou que ça ne doit pas exister, mais c'est une aventure beaucoup plus individuelle d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on peut dès le départ se dire qu'on travaille sur un livre, qu'on va le faire, mais il n'y a pas cette espèce de rencontre Il n'y a pas de maïeutique, il n'y a pas savoir, d'accouchement de l'œuvre, voilà. c'est sûr. Et c'est assez. Alors, si tu parlais tout à l'heure des collaborations sur les livres qu'on a fait, effectivement, dans les livres que nous avons fait ensemble, il y a les livres qui étaient des commandes de ta part, le livre sur Le Corbusier, puis les livres sur les erreurs. Et puis après, il y a eu des livres qui étaient plutôt des livres qui venaient de moi, dont le livre de l'espace. Je crois qu'il correspondait à une manière, à un désir de collection pour toi, Oui, c'est ça. mais qui pour moi, le livre de l'espace, qui est une espèce de promenade, ce qu'on a appelé le livre de l'espace, c'est une espèce de promenade. Ça s'appelle exactement le livre de l'espace, art et littérature de l'infini. Et c'est une promenade dans l'imaginaire, ce que j'ai appelé l'imaginaire de juste, l'infini. je vais dire une seconde de la collection qui n'a finalement qu'un ouvrage. Non, il y en a deux. Il y en a un sur deux. les ateliers qui a été écrit par Cédric Lesec. Je pense que c'est une collection qui était un petit peu trop ambitieuse ou perchée, ou je ne sais pas comment la qualifier, mais le but c'était de faire en sorte qu'on lise le livre par des images, par des citations, et qu'en fait tout ça soit écrit véritablement par un auteur. C'est vraiment un projet d'auteur, sauf que ça se passe par des citations et par des œuvres d'art. Et je pense que ça t'a vraiment fasciné ce travail. Alors c'est là où moi je t'ai entraîné aussi ailleurs, parce que tu travaillais plus sur l'image, et moi le texte m'intéressait autant, et pas la citation. Le texte véritablement, pour pouvoir être intégré comme un poème en entier, ou des textes plus anciens, enfin des textes de Humboldt, des textes de scientifiques. Oui. Quand je dis citations, en effet, ce sont des extraits longs, ou voire des poèmes. Voilà, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel moi je t'ai entraîné plutôt, en pensant que c'était ce qui m'intéressait, c'était justement pas des petits flashs, mais un livre dans lequel on se plongeait, parce que cet imaginaire de l'infini, il vient d'abord c'est ce que je raconte dans l'introduction, enfin c'est ce que nous savons tous, c'est ce dont nous avons tous fait l'expérience, c'est la nuit, c'est
n'importe quel individu a été confronté à la nuit. On y est confronté tous les jours. On a Même vu un si- très même- beau ciel étoilé hier. Même ici. si on ne le regarde pas forcément, la rencontre avec la nuit, elle arrive toujours à un moment ou à un autre d'être Mm. face au ciel étoilé et de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mm. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que j'appelle ce saut conceptuel qui se passe à un moment où des gens qui n'ont aucune connaissance de l'astronomie, ou en tout cas, et encore une fois, je parle de l'histoire antique, je parle des Égyptiens, je parle des Grecs, je parle des Mésopotamiens, je parle de tous ces gens qui regardaient le ciel sans savoir ce que c'était et qui se sont demandés et qui, à un moment, se disent en fait, ce sont des étoiles. Et ça, je trouve ça fascinant parce que ça nous semble évident, mais ça ne l'est pas du tout de regarder le ciel, de regarder des points blancs et de se dire tout d'un coup, ah, il y a un univers, ah, il y a des astres, ah, il y a des planètes, puis ensuite, ah, il y a des planètes, et non seulement ça, nous sommes une planète. Ces sauts conceptuels successifs qui racontent un désir, alors ça rejoint ce que je racontais sur New York ou sur l'écriture, c'est ce désir d'élargir le monde, d'aller vers des mondes qu'on ne nous avait pas donnés au départ. Ça passe beaucoup par l'observation aussi. Il n'y a pas que le saut conceptuel. Ouais, observation qui peut être contemplation, Mm. qui peut être curiosité, qui peut l'observation, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait le mieux définir ce livre. C'est un livre de contemplation, au fond, pour toi. Il y a une espèce de mystique à ce livre, finalement, et dans sa conception et dans la lecture qu'on peut en faire. Oui, de toute façon, le mysticisme, le mysticisme, il me provient d'un... Alors, et là, on va rejoindre mon écriture plus contemporaine. Le mysticisme, il me provient de ce vieux fond catholique, mais il vient aussi de l'homosexualité en moi qui cherchait un chemin pour échapper au monde. Et le mysticisme, avant d'être de la contemplation, c'est simplement un désir de ne pas appartenir au monde. C'est un désir de s'échapper de ce monde dans lequel on n'existe pas. Et donc je crois d'ailleurs... Dans lequel on n'existe pas, où on n'est pas admis, où on n'est pas reconnu. Pas admis, alors après, effectivement, le monde change, les choses. Mais l'expérience, globalement, dans nos sociétés, et en tout cas à l'époque à laquelle j'ai grandi, et puis dans laquelle tu avais grandi auparavant, non, mais je ne crois pas que ce soit vraiment différent aujourd'hui. Ça dépend des mondes, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était ni immédiat, ni évident, ni surtout, c'est ça où je dis, ça n'existait pas. C'est-à-dire que pour moi, ça n'existait pas. Il n'y avait ni les mots, ni la réalité dans mon contexte immédiat. Donc voilà, effectivement, le mysticisme et puis le mysticisme et l'observation et la contemplation m'ont toujours intéressé. Aujourd'hui, j'ai un regard plus critique vis-à-vis de ce que ça peut représenter, peut-être plus acéré, que ça est devenu un territoire pour lequel que je regarde moins comme un territoire sacré et plus comme un territoire poétique, même si ça peut se rejoindre, mais j'ai réussi à m'échapper de la tutelle que cela représentait. Et encore une fois, là, je parle du mysticisme religieux, mais qui d'une certaine manière, cherchait à s'exprimer sans doute dans ces ouvrages sur les étoiles, sur la contemplation, sur la poésie, sur tous ces thèmes. Au fond, quand tu nous parles de ça, moi j'ai l'impression, l'observant à la fois comme un de tes amis et puis aussi comme un de tes éditeurs, j'observe une évolution qui est beaucoup liée à la fois à ce qu'on ne peut pas qualifier autrement qu'un déracinement. Tu es très attaché à ta terre ici. C'était important pour moi qu'on fasse cette petite conversation ici dans ta Beauce chérie, et en même temps tu continues d'être très amoureux de New York, tu y vis marié avec ton mari, et c'est un endroit absolument essentiel pour toi. Il n'empêche que la France et ce territoire ici sont aussi essentiels à ton équilibre. Il y a des choses qui ont beaucoup touché à ton goût d'écriture, c'est le désir de roman et le désir d'évoluer ou de ne pas faire que des documentaires, de faire vraiment des choses où l'écriture serait au sein d'une écriture romanesque. Et ce qui est frappant dès le premier texte que tu as écrit,
c'est ce regard sur le désir de retrouver son chez-soi, de retrouver ses racines, tout en étant ailleurs. Et tu parlais tout à l'heure de cela aussi, en parlant de l'espace, en fait, l'ailleurs qui est aussi une espèce de reflet de soi et de chez soi. Mais tout ça a conduit à un livre que personnellement je suis, enfin dont je suis très admirateur et que j'aime toujours beaucoup et dont je suis très fier d'avoir été l'éditeur. C'est le premier roman que la maison a publié dans sa collection Ultraviolet, qui s'appelle American Dreamer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre qui, publié en 2019, trouve aujourd'hui en 2025 une résonance encore plus particulière? Oui, plus particulière encore que, j'allais dire, l'histoire de migration et de rencontre de l'autre, c'est quelque chose de heureusement et malheureusement très classique. Mais effectivement, American Dreamer raconte l'histoire d'un jeune migrant. Alors c'est assez particulier aux États-Unis, ce qu'on appelle les dreamers, c'est-à-dire ce sont des migrants qui ont été amenés en bas âge par leurs parents sur les territoires américains. Donc un jeune Mexicain qui est arrivé là très tôt avec ses parents. Et donc l'idée, mais bon c'est un petit peu technique et peut-être un détail en fait, mais il y a toujours eu ce questionnement sur la responsabilité légale de ces enfants qui ont été amenés en très bas âge, 2 ans, 3 ans, sur le territoire américain et qui ne peuvent pas être considérés comme responsables de leur acte et qui donc devraient être intégrés assez facilement. Or, ils n'ont connu que les États-Unis comme pays. Alors ça n'est pas facile. Et effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passe psychologiquement dans la tête de quelqu'un qui n'appartient à aucun monde, littéralement, parce qu'il vit aux États-Unis sans y avoir de droit et il risque d'être renvoyé au Mexique, qui est un pays dans lequel il n'a pas d'histoire, ou en tout cas pas d'histoire individuelle, et un pays qu'il ne connaît pas, en tout cas dans ses habitudes. Et puis il faut dire que c'est un jeune homme brillant qui est promis à un très bel avenir, qui veut devenir astronome, Oui, ou alors un avenir brillant, je ne sais pas, mais c'est effectivement si je le réécrivais aujourd'hui, peut-être que je changerais un petit peu ça. Encore que on a toujours de l'affection pour les personnages qu'on écrit, mais parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne soient pas forcément trop brillants ou trop exceptionnels. C'est un peu Daniel Arsan, qui est un de mes amis, et quelqu'un qui regarde mon travail depuis longtemps, et un éditeur et un écrivain formidable, me dit toujours, quand tu écris des personnages qui soient fabuleux, mais non exceptionnels. Il faut quand même qu'il y ait une certaine réalité concrète qui est celle de nos existences. Enfin, vouloir devenir astronome, c'est pas non plus. Non, je réagissais à ce que tu non, disais. Mais il a un bel avenir, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas quelqu'un qui est tout à fait banal. Voilà. Mais donc son histoire est effectivement une histoire d'exil et d'entre-deux, ce que j'appelle les entre-deux, c'est-à-dire il vit dans un pays qui n'est pas le sien, il risque d'être envoyé dans un pays qui n'est pas le sien non plus. Et au milieu de ça se mêlent ses désirs, son désir d'échapper à tout ça, de ne plus le voir, et en même temps de retrouver sa famille, d'aller retrouver son grand-père qui est resté au Mexique, de comprendre à quel monde il appartient, tout en réalisant qu'il n'appartient à aucun de ces mondes. Donc c'est un livre très tissé quand même. Là, tu nous en fais une description qui est assez lisse, mais c'est un livre qui est composé vraiment, moi j'ai l'impression, comme une très belle partition de musique, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui en effet est risqué d'être rattrapé par le fait qu'il n'a pas de papier et donc d'être renvoyé au Mexique alors qu'il n'a aucune attache à part que ses parents sont retournés vivre au Mexique, mais enfin lui il a rien avec le Mexique. Il vit une belle histoire d'amour, qu'en même temps, en fuyant la police, il va rencontrer d'autres personnages qui ont d'autres parcours de vie, qui vont lui faire prendre conscience d'autres dimensions et d'autres poids
dans sa vie et dans celle des autres. En fait, il prend de l'épaisseur au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie. Et moi, c'est ça que je trouve, si tu parlais du fait de ne pas définir ces personnages comme des êtres exceptionnels, c'est pas un être exceptionnel, mais c'est un personnage qui devient exceptionnel au fur et à mesure du roman et qui va s'accomplir véritablement dans le fait de, pour le coup, retourner volontairement au Mexique et aller poser des questions à ses parents et à son grand-père. Je crois qu'un des plus beaux passages de ce livre, et sans doute un des plus beaux passages de livres, de romans que j'ai lus, c'est cette conversation avec son grand-père. C'est vraiment un moment tout à fait à la fois touchant du point de vue de la relation humaine, mais qui, dans l'écriture, a quelque chose de vraiment précis. C'est comme, c'est du Bach. Bon, je parlais de partition de musique, là, c'est vraiment, on a l'impression d'entendre le clavier, quoi. Et après, bon, je ne vais pas raconter la fin du livre, mais je pense que ce livre, American Dreamer, est indépendamment de toi, c'est vraiment un bon roman. C'est vraiment, et indépendamment de la maison d'édition, c'est un bon roman. C'est un roman qui me semble être comment dire, qui porte ce que tu décrivais tout à l'heure de cette ambivalence que tu ressens en toi. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Non, mais je rigole, non, ça me fait penser à Le Luron quand il imitait Mitterrand. Mais il y a des strates, effectivement. Mais ça, c'est ça qui est drôle dans l'écriture d'un livre. Il y avait différents mondes qui m'intéressaient, que j'avais envie de raconter. Il y avait la ville de Tucson, comme on dit en français, qui est une ville dans le désert. Il y avait la frontière elle-même, physiquement, qui m'inquiétait aussi d'ailleurs un petit peu parce que je ne savais pas très bien comment l'approcher. Voilà, il y avait le côté mexicain, les grands déserts du Mexique au nord. Il y avait la culture mexicaine elle-même, dont c'est toujours un petit peu compliqué de parler de mondes qui ne sont pas les siens en même temps. Alors, enfin, il y a toujours cette question de l'appropriation et en même temps, c'est toujours, je veux dire, c'est ça, c'est exactement ça, la rencontre. C'est comment écrit-on sur des choses qui ne sont pas forcément en soi, mais vis-à-vis desquelles on a un désir. Et puis, alors, il y a la question de... Moi, ce qui m'intéresse effectivement aussi, c'est la question du récit. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Le récit est toujours... Moi, j'avance dans cette idée que le récit est toujours beaucoup trop étroit pour contenir la réalité. Et donc, comment fait-on dans un texte pour remettre de l'espace, remettre des contradictions, remettre tout un tas d'éléments qui font partie de la vie quotidienne, et qui risquent de perdre le lecteur, mais dont on a besoin pour donner une richesse et des couleurs à la fois au personnage et au monde dans lequel il évolue. Et c'est pas absolument évident. Et après, sur le temps de l'écriture, ce qui est assez drôle d'une certaine manière, c'est qu'effectivement, ce dont tu parles, là, les dialogues, et notamment le dialogue avec le grand-père, ça vient aussi du fait que à ce moment-là, j'avais envie et besoin de travailler sur le dialogue, qui était quelque chose qui me posait problème. Parce que le dialogue dans l'écriture, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Ça a besoin d'être à la fois immédiat, ça ne peut pas être trop travaillé, même si on a besoin de simplifier. Très travaillé pour que ça n'ait pas l'air d'être travaillé. Mais ça peut très vite tomber dans quelque chose qui caricatural qui retire le lecteur de l'illusion, même si c'est pas forcément l'illusion qu'on cherche, mais qui retire le lecteur de sa plongée dans la lecture, dans ce qu'est l'expérience de la lecture. Parce qu'un mauvais dialogue, c'est quelque chose qui tout de suite se trahit. Donc voilà, donc en fait, dans l'écriture d'un texte, il y a effectivement aussi l'auteur qui est en train de chercher son propre questionnement. Je dis toujours, en fait, on ne peut pas découvrir un auteur avec un seul texte. Il faut l'accompagner aussi dans ses différentes aventures. Sinon, il y a quelques monuments de la littérature qui émergent. Il y a des Lautréamont, il y a des
à la limite, des Rimbaud qui ont un corpus restreint dans lequel il se C'est pas passe un seul texte, énormément de choses. on peut Non, lire quelques recueils quand même. oui, mais enfin, c'est des corpus Oui, restreints. oui, Mais oui. je veux dire, l'écriture, pour moi, c'est quand même un vaisseau qui, en général, est plus vaste. Ouais. Enfin, là, c'est de la poésie, on touche à des Alors pour moi, termes oui, mais un pour moi, peu différents. je fais pas tant de différence, parce que la poésie est un récit Ok. aussi. Ouais, alors pas un récit au sens narratif forcément, encore que. euh, Parce que à une passante, c'est l'histoire de la rencontre d'une passante. Enfin, je veux dire, il y a des fils narratifs malgré tout. Hein. Mm, Même Mallarmé, quand il parle de la perte de son enfant, enfin, je veux dire, il y a des fils narratifs, d'ailleurs, qui sont importants. Parce que c'est la manière dont on peut se retrouver dans le texte. Un texte qui serait complètement détaché de la réalité, là, c'est un projet à la Borges. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un texte qui n'a pas d'histoire, dans lequel il n'y a pas d'histoire? Est-ce que ça ne serait que des mots, ou est-ce qu'on pourrait construire quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est pas inintéressant, hein, justement. Est-ce qu'il suffirait de dire arbre, ciel, pour tout d'un coup décrire un monde et s'en arrêter là, comme un tableau, peut-être? Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces recherches-là, elles existent, à mon avis, dans le travail d'écriture. La lecture de l'image, c'est pas simplement l'observation des éléments qui composent l'image, c'est aussi relier les différents éléments. Peut-être. Ce qu'il y a d'important pour moi à ce moment-là, quand nous publions American Dreamer, c'est que ça fait partie des 2 premiers romans que je publie. En fait, il y en a eu un auparavant de Jacques Aragon qui s'appelle Ligne et que je vais republier ensuite, mais qui était quand même un one-shot, c'est-à-dire que c'était un roman qui était juste publié comme ça parce que je voulais publier ce roman-là, mais qui ne faisait pas partie de collection. Vraiment, American Dreamer signe le début de la collection Ultraviolet, qui est une collection pour les 13+, et il y a en même temps un livre qui s'appelle Bienvenue à Oswald de Célia Garino, qui lui s'adresse au 9-12. Ce qui a eu d'intéressant dans notre conversation pour American Dreamer à ce moment-là, c'est que pour toi, c'était un livre vraiment pour les adultes. Et pour moi, c'est quelque chose qui, dans la littérature de jeunesse et dans la manière qu'elle a de se déployer pour différents âges et avec des incertitudes sur la manière qu'on a de l'orienter ou de la distribuer pour ces différents âges, devait trouver sa place. Sans doute que c'est un livre qu'on pourrait définir plus comme un livre pour young adults, mais il n'empêche que c'est vraiment un livre de, comme on dit en anglais, de coming of age, c'est-à-dire de définition de soi, d'appropriation. Alors je l'ai employé dans un autre sens, d'appropriation de soi, de développement et de connaissance de soi. Et c'est ça qui me semble vraiment bien le rattacher à l'adolescence et à la manière de l'offrir à ce type de lectorat. Alors depuis, on n'a pas réussi à se retrouver sur des romans pour cette partie-là du lectorat, mais tu as publié un très beau roman qui s'appelle Tout s'écoule, que j'engage à lire parce qu'il est vraiment un superbe récit qui est en vers libre et qui se passe aux États-Unis, mais avec, comme dans l'inconscient, la France. Beaucoup d'autres mondes. Beaucoup d'autres mondes. Voilà. Et malgré tout, ensemble, on a publié un album. Enfin, tu as écrit un album qui a été illustré par Léa Louis, L'arbre qui rêvait d'être un avion. Au fond, là aussi, il y a alors j'ai envie d'employer le mot de réconciliation, même s'il y a un divorce dans ce livre entre cet arbre qui regarde le ciel et voit passer un avion et se dit « Ah, c'est tellement beau l'avion », et puis il réalise qu'en fait l'avion c'est l'homme et que l'homme c'est dangereux, c'est une des sources de ses souffrances ou des dangers qu'il peut rencontrer. Et il n'empêche qu'il y a une espèce de réconciliation pour moi entre 2 mondes, ou en tous les cas ce lien que tu établis là est vraiment entre 2 mondes. Alors tu parlais de poésie comme d'un récit, c'est un texte que tu as écrit comme un poème, véritablement, cet album.
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est effectivement aussi en vers libre, hein, qui est en tout cas quelque chose c'est même pas une question que ça me séduit, c'est que ça me convient relativement bien. Euh, L'expression vers libre n'est pas forcément quelque chose à laquelle je suis attaché. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la souplesse que donne le non-respect des conventions, notamment l'absence de points, qui n'est pas non plus une règle pour moi, hein, mais c'est vrai que ça évite au souffle de s'arrêter, ça évite de trancher dans le réel. Ça rejoint la question du rythme, hein, qui pour moi est importante, parce que la phrase est toujours aussi un rythme, est toujours aussi quelque chose qu'on entend. S'il n'y a pas, il y a un lien assez clair en fait entre l'écrit et l'oralité. Je veux dire, si on rompt ce lien, on rigidifie la perception du texte. Euh, une langue qui n'est pas morte est une langue qui est à la fois écrite et parlée. Donc tous ces aspects-là, ils comptent pour moi. Et c'est vrai que j'en suis venu, mais de manière assez naturelle. Hein. C'est pas un processus, c'est beaucoup plus un processus intuitif qu'un processus Réfléchi. rationnel. Il y a une réflexion derrière mais il y a beaucoup une pratique quotidienne de l'écriture et d'essayer de trouver un moyen d'expression qui corresponde à ce que j'essaie d'exprimer. Et donc effectivement, le vers libre, il se retrouve dans un certain nombre de textes, y compris des textes qui ne sont pas encore publiés, qui j'espère le deviendront. Mais sur l'arbre qui rêvait d'être un avion, alors là, il y a d'autres rencontres. Il y a un premier texte qui est écrit, qui est celui effectivement de ce récit assez simple. Hein. Le titre le raconte d'une certaine manière. Mais après, il y a la rencontre de Léa qui, elle, fait un travail extraordinaire. Léa Et qui, Louis, elle une aussi, illustratrice. une illustratrice avec laquelle tu travailles beaucoup maintenant, qui a fait plusieurs albums. C'était son deuxième album. Je lui avais écrit un texte pour Jack Marin de Douce et là, c'est son deuxième album. Et ça a été magnifique à la fois de la voir, je crois, se découvrir dans ce travail. Elle était, elle parlait de son admiration pour le texte. Elle aimait ce texte. Je ne vais pas le dire comme ça parce que ça semble un peu ridicule, mais elle aimait véritablement le texte, et ça, je crois que c'est ce qui a fait notre rencontre. Elle aimait le texte, et elle est allée très, très, très au-delà de tout ce que nous avions pu imaginer, toi et moi, en tout cas de ce que j'avais pu imaginer pour ce texte, et c'était formidable. C'était une belle aventure, une aventure compliquée. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'était simple. Il y a eu des moments où, et notamment sur la couverture, où il a fallu... La couverture, pardon, c'est vraiment c'est un exercice particulier. Absolument. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Non, absolument, mais c'est plus pour raconter en fait parce que la couverture, c'est aussi un livre. C'est vrai. Et il y a eu un moment où il a fallu décider d'une couverture et où j'ai été en porte-à-faux avec ce que vous voyiez. Et je crois que ce qui a été beau et ce qui est à l'image de tout ce qui s'est passé dans le livre, c'est qu'on a réussi à dialoguer, on a réussi à parler, on a réussi à trouver quelque chose qui fonctionnait. Et voilà, et c'est vrai que ce livre, j'y suis attaché maintenant. C'est rare comme je suis attaché à la plupart de mes livres, je crois, pour l'instant. Non, c'est assez drôle d'en reparler en fait, parce qu'effectivement, en reparlant, on les redécouvre, puisque les livres, une fois qu'on les a écrits, on a tendance à passer un petit peu à autre chose, mais en reparlant, tout d'un coup, ils renaissent. Donc ça, c'est assez plaisant d'une certaine manière. En tout cas, ça l'est aujourd'hui. Voilà, mais alors, cet univers de l'enfance, c'est assez drôle parce que c'est à la fois un monde que je comprends bien et je crois personnellement dans mon rapport aux enfants, mais c'est pas un monde que j'ai l'impression de bien maîtriser ou de particulièrement rechercher dans l'écriture. D'abord parce que, alors non pas d'abord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées dans ce domaine, et il est difficile de trouver de nouvelles choses à dire. Et puis parce que c'est comme le dialogue. Pour bien parler, je ne sais pas si on parle à des enfants ou avec des enfants, il faut une forme de simplicité
qui ne peut pas être banal. Là, je crois vraiment qu'il ne peut pas y avoir de bel album pour enfants qui ne touche pas à la poésie. Oui, c'est évident qu'il doit y avoir un travail de langue important. Voilà. L'erreur de beaucoup d'auteurs qui croient qu'il faut être banal n'est pas un mauvais mot dans son écriture pour être compris. C'est pas vrai. Je crois que la beauté de l'enfance, justement, c'est de savoir comprendre au-delà des lignes ou entre les lignes et de ne pas avoir peur des connexions qui se font dans l'esprit, pas avoir peur de relier une chose à quelque chose qu'on a vu ailleurs, et ceci, comme les enfants le font en jonglant, sans se mettre de barrière. Et donc, mais là, quand je te parle de poésie, je ne parle pas simplement du texte. Je crois que l'image a le même devoir. C'est incontestable. Et donc, c'était ce qui était magnifique avec le travail de Léa, c'était tout d'un coup la rencontre du dessin crayonné, du dessin dessiné et de la peinture et en plus du noir et blanc d'un côté et de la couleur. Et de la création d'un autre niveau de lecture. Voilà, il y a des images ciselées, puis il y a des images plus floutées. Il y a des choses qui ont trait, encore une fois, à la perception de la forme et d'autres à la perception de la couleur. Alors là, on rejoint ce dont je parlais au départ, à la fois la rencontre des mondes et puis la désunion des mondes, la juxtaposition, le chevauchement, tension, pas tension, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où le travail de Léa était fabuleux, quoi. Ce texte tout seul, il n'a pas du tout, enfin il n'a pas l'intérêt qu'il aurait. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que tu l'as pensé comme un album, comme au début. Si je l'ai pensé comme un album. Si, moi je l'ai ressenti comme ça. Oui. On l'a un peu retravaillé aussi, le texte. Oui, il est nécessairement retravaillé à partir du moment où il y a des images qui viennent un rythme des pages s'entrechoquer. Ouais. Il y a dans ce livre un regard essentiel sur le rapport de l'homme avec la nature et finalement là de la nature avec l'homme. On est ici encore une fois dans ta Beauce que tu aimes tant, dans le Loir-et-Cher. C'est la petite Beauce. Est-ce que tu peux, pour conclure, nous parler de ce rapport que tu as avec la terre? C'est quelque chose d'absolument essentiel, je sais, dans ta vie et dans ta vision du monde. J'allais dire, je pense que le rapport à la terre est un rapport qui est essentiel dans toute vie, même si tout le monde n'y a pas forcément accès et qu'on n'y a pas forcément accès à toute période de sa vie. Enfin, je veux dire, c'est là aussi ça rejoint cette question du récit. Moi, j'ai eu mes périodes ultra-urbaines. Et d'ailleurs, je vais d'un monde ultra-urbain à un monde. Quand je dis aux gens que j'habite entre New York et le Loir-et-Cher, il y a toujours un moment, il y a toujours un moment Michel Delpech. Ce moment de déséquilibre. Alors il y a des Michel Delpech, mais il y a un moment de déséquilibre. On sent bien qu'on ne parle pas de la même chose. C'est pas du tout comme de dire je vis entre New York et Paris où là il y a un lien, mais le et qui relie deux entités très différentes. Bien sûr. Et donc le lien à la terre, c'est là où. Pour moi, c'est cette idée qu'il rien ne doit être exclusif. Le rapport à la terre, il est important. Mais comme tous les autres éléments sont importants, comme le mysticisme dont je parlais avant, comme effectivement le rapport à l'urbain, le rapport à l'architecture, le rapport au monde lointain, le rapport aux mondes oubliés, aux mondes qui n'existent pas. Enfin, tout ça, c'est important. Maintenant, et puis il y a le rapport à la solitude qui existe aussi. Oui, enfin, la réalité du monde m'intéresse en fait. Et c'est vrai que là, ça se retrouve dans l'écriture, dans ce qui pour moi est le processus descriptif, qui est que le monde qui nous entoure est aussi un personnage. Ça, c'est évident. Mais c'est pas tout à fait la terre, le monde. Non, la terre. Alors, la terre. Mon rapport à la terre, il est charnel, il est physique. C'est vrai que j'aime être ici, j'aime travailler la terre, le jardin, le bois. Il y a une physicalité qui est importante, qui est une manière de revenir sur terre aussi, de ne pas tout abandonner à l'esprit et au mysticisme, qui est aussi un danger.
parce qu'il peut y avoir un aspect poétique, mais il peut y avoir un aspect Délétère. délétère, un aspect d'exil permanent, un aspect de refus du monde. La Terre est effectivement pour moi un monde assez... La Terre est un monde joyeux, effectivement. Le monde de... Alors encore une fois j'utilise le mot contemplation avec parcimonie et en faisant attention parce qu'il a un versant religieux qui peut l'entraîner entièrement et auquel je ne suis pas étranger mais dont je ne veux pas qu'il soit le seul. Mais ouais, la contemplation est une manière d'être au monde et une manière essentielle pour oublier cette chose qui est l'esprit, qui n'est pas tout ce que nous sommes, mais qu'on confond souvent avec ce que nous sommes. Merci Antoine, c'était formidable d'être ici avec toi et de pouvoir évoquer 20 ans des éditions courtes et longues dans la maison dans laquelle tu as une place tout à fait particulière. Voilà. Merci. C'est une grande aventure, il y a une grande famille maintenant. Voilà. Ah non, alors c'est vrai qu'aussi une maison d'édition, c'est aussi un lieu où des auteurs comme moi rencontrent d'autres auteurs. Et ça, c'est un aspect c'est pas essentiel. le cas dans toutes les maisons d'édition, mais c'est quelque chose que nous nous employons à faire. Oui. Ah oui, si, c'est important. Oui. Oui, c'est un aspect du travail d'écriture qui, effectivement, ne peut se faire, en tout cas, se fait d'une certaine manière au sein de la maison d'édition. Il y a un lien des auteurs quand ils appartiennent à la même maison d'édition qui est un lien de communauté qui est assez joli et assez simple. Voilà. Super. Donc bon anniversaire. Merci.